On va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire du CRECEB. Euh, voilà, on a vérifié tout à l'heure, a priori, vous nous entendez. Vous pouvez nous signaler aussi si vous voyez bien le partage d'écran qu'on va vous proposer ici. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement prendre la parole pour me dire si vous voyez bien la première diapo? Oui, on voit, on vous entend. Ok. Merci, merci pour les retours. Bon, on va attaquer. Donc, on est sur donc le format webinaire du CRECEB, donc un format que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais je le rappelle rapidement. C'est un webinaire classique, je dirais, mais sur un format d'une heure qu'on positionne comme ça toujours sur les vendredis de 14 à 15 heures et qu'on rediffuse ensuite sur le site internet du CRECEB pour soit mettre en lumière un projet de recherche qui vient de se terminer ou qui émerge, soit parler de, comme un peu plus aujourd'hui, donc du déploiement d'un outil hein, qui est issu de la recherche aussi, et, euh, et de permettre aux acteurs bretons ou hors Bretagne qui sont intéressés de s'informer sur ces sujets-là et d'avoir l'opportunité de dialoguer directement avec le porteur du projet ou le créateur de l'outil. Et en l'occurrence aujourd'hui, donc on a le plaisir d'accueillir Elias Ganivet qui a développé un outil dans le cadre de sa thèse mais qui aujourd'hui donc continue à suivre le développement de cet outil. Donc tu vas nous en parler, qui s'appelle Trajectoire Eau et Territoire, et donc il va pouvoir présenter pendant peut-être une petite quarantaine de minutes, 30 minutes ou une trentaine de minutes, un topo sur l'outil et son déploiement. Et ensuite, pour laisser une trentaine de minutes, la possibilité d'échanger. Voilà. Donc, je vous invite à noter éventuellement des questions dans le chat ou à prendre la parole dans la foulée. Voilà, et pour l'instant, Elias, je te laisse la parole. Je passe peut-être en plein écran et je te laisse la souris. C'est parti. Bonjour déjà à toutes et à tous, et merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, comme l'a dit Romain, moi, cet outil Trajectoire au territoire vise en gros à mieux comprendre les enjeux de l'eau de manière transversale et participative. Petits éléments de contexte, si j'arrive à passer les diapos, c'est bon. Petits éléments de contexte sur l'émergence de cet outil. En gros, il a été développé à partir de 2021 dans le cadre de la thèse de doctorat que je menais à l'époque. Euh, Cette thèse, elle portait sur l'agglomération de Lorient, dans le Morbihan, et elle visait en fait à accompagner ce territoire afin de mieux anticiper les pressions climatiques et anthropiques futures liées aux ressources en eau, donc sur notamment les bassins versants l'alimentant, ce sont donc le Scorff et le Blavet. Pendant, on va dire, un an et demi à peu près durant ma thèse, l'outil il a été testé auprès d'un public varié, donc que ce soit des étudiants, des chercheurs ici à l'université, des services de collectivité, des élus, associations, etc. Et en fait, à partir de 2023, donc juste avant que je termine ma thèse, euh, on a commencé à le déployer à l'échelle nationale, en collaboration avec l'association Water Family, faisant le constat qu'en fait, cet outil répondait à des besoins qui allaient au-delà du seul cadre breton. Alors, première question, déjà, pourquoi avoir développé cet outil? En fait, hein, moi, durant ma thèse, j'ai fait le constat que la gestion de l'eau nécessitait en fait de répondre à plusieurs enjeux que j'identifie critiques. Un des premiers enjeux, c'était, j'observais un manque je l'ai appelé manque de cohérence, on va dire manque d'approche transversale. Euh, le fait simplement d'avoir une approche par silo. Je prends un exemple tout bête, hein, mais simplement le fait d'ouvrir par exemple à l'urbanisation des zones sans se poser la question de s'il y aura suffisamment d'eau pour les alimenter à l'avenir. L'autre chose que j'ai constaté, c'est également un manque d'anticipation. Le fait que les documents de planification avaient beaucoup de mal à intégrer de manière concrète quels seraient les impacts des pressions futures. Et enfin, je constatais également un manque de participation, en particulier de la société civile, euh, là où il était important, en fait, dans le cas d'une gestion intégrée de l'eau, de pouvoir avoir une dynamique qui intègre l'ensemble des acteurs locaux. Et donc concrètement, j'ai développé cet outil pour plusieurs raisons ensuite. L'idée, c'est que cet outil, c'est donc un atelier d'une durée de 2 à 3 heures, composé de cartes, d'un plateau, de petits cubes. Et en fait, son objectif, c'est premièrement de rassembler les acteurs locaux. L'idée, c'est de fournir surtout un prétexte et un espace pour
permettent une mise en débat du sujet de l'eau à l'échelle locale. Deuxième objectif, hein, c'était de comprendre, en fait, permettre de construire une base commune et transversale de connaissances concernant les enjeux quantitatifs de l'eau. L'idée, c'est qu'en fait, l'outil, il met à disposition l'ensemble des connaissances locales, tout un tas sous forme de cartes, donc, et puis à l'échelle, à l'aide de tous les composants, et que les participants ensuite permettent de partager ces connaissances lors de discussions et débats. Et enfin, dernier objectif, permettre de mieux anticiper, c'est-à-dire donc d'identifier collectivement en fait, des leviers d'adaptation à l'échelle locale, sous-entendu donc, des trajectoires souhaitables. Ensuite, la question pourrait se poser, quelles sont les bases scientifiques derrière cet outil? En fait, outre le fait qu'il découle directement de ma thèse, donc il y a certains chapitres de ma thèse qui expliquaient un petit peu comment il a été construit. Et surtout, dernièrement, j'ai déposé, j'ai rédigé un livre qui est en fait une synthèse un petit peu de ce qui avait été lu dans ma thèse de doctorat et qui vise concrètement à vraiment rassembler l'ensemble des bases de connaissances au sein d'un ouvrage unique qui est organisé en fait de la même manière qu'est organisé un atelier trajectoire ou territoire. Donc, ce travail a été évalué par des relecteurs scientifiques et devrait être publié à l'automne 2025 au sein d'une collection à destination des décideurs, donc qui s'appelle Matière à débattre et décider au sein des librairies, de la librairie Quai, qui est une librairie donc de l'INRAE, Sierra des Livres-Mères. Alors concrètement, comment est-ce que fonctionne cet outil maintenant? L'outil il est découpé en... Les ateliers sont découpés en deux gros temps principaux. On a donc une première partie qui vise à, premièrement, permettre de comprendre les enjeux de l'eau sur son territoire. Pour comprendre ces enjeux, première étape, c'est déjà de se représenter qu'est-ce que ce territoire. Et notamment, de se représenter qu'il y a une, comment dire, une incohérence entre, d'une part, les limites administratives et les limites qu'on pourrait qualifier hydrologiques, donc c'est-à-dire les échelles de bassin versant. Là, pour illustrer mon propos, j'ai pris l'exemple d'une adaptation qui a été faite sur un territoire où je suis très impliqué actuellement, qui est donc l'agglomération du Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. On est juste situé sur la façade atlantique, à la frontière avec l'Espagne. Et donc là, le plateau que vous avez représenté, c'est donc l'ensemble des communes de l'intercommunalité. Il faut savoir que c'est une des plus grosses intercommunalités de France, on a quasiment 160 communes. Et l'intérêt aussi sur ce territoire, c'est qu'en fait, cette limite administrative recoupe quasiment les limites hydrologiques. Qu'en fait, on a énormément, les cours d'eau du territoire prennent leur source dans les montagnes des Pyrénées et ensuite viennent se jeter directement sur la côte sur ce même territoire. L'autre élément qu'on souhaite également mettre en avant, je travaille au sein d'un labo en géosciences, c'est de permettre de bien comprendre en fait toute la dynamique liée aux eaux souterraines, et notamment représenter le contexte hydrogéologique, et notamment en l'occurrence sur ce territoire, on retrouve différents types de nappes, avec donc sur la zone tout en haut à gauche, on peut retrouver donc, des systèmes karstiques. On a des zones d'aquifères fissurés comme ce qu'on peut avoir en Bretagne, sur des zones un petit peu plus vallonnées, puis en montagne, et enfin dans les zones en plaine, on sera vraiment sur des aquifères sédimentaires typiques comme on peut retrouver dans le bassin parisien, dans le bassin aquitaine, etc. Donc l'objectif, ensuite, c'est à partir de ce territoire d'essayer de comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau à l'échelle locale. Et pour cela, il y a différentes cartes qui permettent de représenter le cycle sous forme de stock, puis de flux les reliant entre eux. À nouveau, on essaye de mettre l'accent sur l'aspect souterrain également, et en termes de flux notamment, de permettre de bien comprendre les interactions entre les nappes et la surface. Et notamment le fait que peu de gens le savent, mais que les cours d'eau sont alimentés par les eaux souterraines, et c'est ce processus qui permet en fait aux rivières de couler lorsqu'il ne pleut pas. On aborde aussi, à ce stade-là, tout un tas de facteurs qui vont venir affecter le cycle de l'eau, donc des facteurs d'ordre plutôt physique, que sont par exemple le relief, ce qui va être la couverture du sol, le sol en lui-même, sa structure, et ainsi que tout le contexte du sous-sol, donc c'est-à-dire la géologie. Et enfin, tout un tas de facteurs biologiques liés à la diversité, la biodiversité, pardon, et ses effets notamment sur le sol et la couverture du sol. Et également, l'autre manière d'aborder ces flux sur le territoire, on utilise des petits cubes qui sont en fait simplement là pour traduire comment vont transiter les flux d'eau à l'échelle locale. Et donc en termes de flux, premièrement, il y a toute l'eau qui arrive sur ce territoire et qui arrive principalement par les précipitations. Donc là, je reviens dans un contexte plutôt breton pour que ça soit plus parlant pour vous s'il y a une majorité de Bretons
dans l'audition. En Bretagne, on a donc des précipitations qui sont très marquées d'un territoire à l'autre. Donc l'idée, c'est de montrer cette différence euh, à l'aide de cette adaptation locale. Pour donner un ordre d'idée, sur la partie est de la Bretagne, donc, du côté de Rennes, les gens ne savent pas forcément, mais on a une pluviométrie qui est quasi équivalente à ce qu'il y a du côté de Montpellier, c'est-à-dire autour de 700 mm par an, alors que si on va côté ouest, on a le double. Voilà. L'idée, c'est de vraiment faire prendre conscience de ces variabilités à l'échelle des territoires et les représenter sous forme de cubes. L'idée étant que toutes les précipitations qui arrivent en un an, on les représente sous forme de 100 cubes. Ça permet ensuite de faire des proportions. Et donc, partant de ces 100 cubes, ce qui arrive en une année, l'idée c'est de voir ensuite comment elles se répartissent, comment se répartissent ces précipitations. Et en fait, en termes de bilan, on simplifie un petit peu, mais en termes de bilan, globalement, l'eau qui arrive depuis les précipitations, elle a trois chemins possibles. Soit elle va être évaporée dans les eaux de surface et les sols, ou captée par la végétation et transpirée, c'est l'évapotranspiration. Soit elle va recharger les eaux souterraines, soit elle va ruisseler directement dans les cours d'eau. Sachant que faut bien avoir en tête que l'eau qui recharge les eaux souterraines finit, in fine, par rejoindre la rivière au bout d'un certain temps d'écoulement dans le milieu souterrain. Et en fait, là où c'est hyper intéressant d'avoir cette approche avec les cubes, c'est que la majorité des gens ne le savent pas, mais en fait, notamment en Bretagne, on a 60%, voire même plus, qui est capté en fait par l'évapotranspiration. C'est-à-dire que, au final, l'eau qui est réellement disponible pour les écosystèmes, pour les nappes, pour nous, pour l'alimentation en eau potable, etc., en fait, c'est un tiers seulement de ce qui tombe au sein des précipitations. L'objectif ensuite, c'est de permettre aux participants de comprendre, partant de ce cycle, de cycle de l'eau sur le territoire, de comprendre quels ont été l'impact des activités humaines. Euh, et donc, en termes d'impact, ce qu'on propose, c'est d'explorer plusieurs types d'impacts et ensuite de voir quelles sont leurs conséquences, d'une part de manière physique sur le cycle d'eau, et ensuite de voir quelles ont été leurs conséquences directement au niveau social, pour, à la fois pour l'accès à l'eau potable, pour l'agriculture, pour tout un tas de choses. Et en termes de pression, on propose d'explorer, donc, par exemple, toute la question des prélèvements d'eau, en explorant les différents usages qui ont lieu sur le territoire, où sont faits les prélèvements, est-ce que c'est majoritairement en rivière, est-ce que c'est majoritairement dans les nappes, pour quel usage ensuite, comment fonctionne le cycle de l'eau le petit cycle de l'eau, pardon, c'est-à-dire la production d'eau potable et son assainissement à l'échelle de ce territoire. Chaque territoire est un peu différent. On ne va pas avoir les mêmes types de problématiques liées à ça. Et également, par la suite, donc, de creuser d'autres types de pressions, comme par exemple les changements de couverture d'usage des sols, l'aménagement des cours d'eau et enfin le changement climatique. L'idée, c'est que dans chacune de ces pressions, on peut aussi creuser, on va dire, des sous-catégories. Donc, si je prends ici, j'illustre un exemple, dans la catégorie changement de couverture et d'usage des sols, l'idée, c'est que les participants puissent creuser différentes choses, comme ici, par exemple, quel est l'impact de l'urbanisation sur le territoire en matière du coup de pression sur la ressource en eau. Et notamment, ça permet de montrer que quand on urbanise des sols, on augmente l'imperméabilisation, ce qui favorise donc le ruissellement et réduit l'infiltration de l'eau, ce qui se matérialise très facilement, notamment à l'aide des cubes, simplement en prenant des cubes qui initialement allaient s'infiltrer, et du coup en les basculant plus en côté ruissellement. En fait, l'intérêt, c'est que ça permet de cumuler entre elles différentes pressions. On peut regarder aussi en même temps l'impact du drainage, l'impact du fait de retirer du bocage, par exemple, l'impact de retirer de la forêt, et de voir qu'en fait, en cumulé, on va avoir systématiquement, très très souvent en tout cas, tendance à augmenter le ruissellement et réduire l'infiltration, ce qui génère des problématiques en gros de pics de flux plus importants, et ensuite de sécheresse plus prononcée, vu que les nappes vont moins se recharger. La deuxième partie de l'atelier, c'est aussi, on va dire, même la partie la plus importante, je veux dire. Partant du constat et de la compréhension des enjeux locaux, l'idée, c'est en fait de dire, bon, maintenant, on a compris ce qui se passe, et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rendre le territoire plus résilient à l'avenir? Et donc, on garde ensuite entre 1 heure et 1 heure et demie pour discuter de ça. Et donc, l'idée, c'est de comprendre déjà quelles sont les causes derrière toutes les pressions qui ont été explorées, et ensuite d'identifier collectivement différentes solutions. L'idée, c'est que ces solutions, elles émergent euh, enfin, des participants eux-mêmes, mais on a également énormément de solutions qui sont proposées
On a donc classé en trois catégories, donc soit des solutions d'ordre social, pour en gros limiter au maximum les prélèvements et agir sur des comportements, des solutions fondées sur la nature, et enfin, on aborde aussi la question de toutes les solutions techniques, qui restent des solutions qui pourront être utilisées, même si on ne les met pas forcément directement en avant immédiatement. Et donc, en fin d'atelier, on fait une petite synthèse et on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui a le plus marqué les participants lors de l'atelier. On essaye de creuser aussi quelles sont les vulnérabilités identifiées pour le territoire, pardon. Et puis ensuite, on demande de hiérarchiser en fait plusieurs solutions à mettre en avant de manière prioritaire. Donc, je reviendrai plus tard pour vous donner un petit peu un rendu de ces trois questions à partir comment dire, des expérimentations qu'on a eues à l'échelle nationale. La grosse singularité, du coup, vous l'aurez compris, de cet atelier, c'est vraiment d'être un outil territorialisé. L'idée, c'est que chaque territoire étant différent, en fait, il y a besoin de s'adapter aux spécificités de ces territoires en termes de climat, de géologie, d'usage de l'eau, d'activités agricoles. Et là, j'illustre par exemple les différences. On peut avoir le bassin de la Rance à Dinan qui va être très très différent des bassins versants côtiers sur la côte basque, ou encore le bassin versant de Fier et Lac d'Annecy, donc en Savoie, qui est également un autre territoire où je suis impliqué. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait ces adaptations? Alors, tout d'abord, bah, on adapte le plateau, qui permet donc de se représenter euh, comment fonctionne le territoire et où est-ce qu'on se situe exactement. Là, je vous présente par exemple, vous avez montré le plateau pour l'agglomération du Pays Basque. Là, à présent, je vous montre un plateau qui a été réalisé donc, pour la métropole de Tours-Val-de-Loire. Et en gros, l'idée, c'était à nouveau de représenter les limites administratives de l'intercommunalité et les intégrer au sein du bassin versant l'alimentant. Donc ici, on est vraiment à la confluence entre la Loire et le Cher, tout en précisant les caractéristiques hydrogéologiques de ce territoire. Et donc, à la différence de la Bretagne, ici, on est vraiment dans un système sédimentaire avec des successions de nappes libres, de nappes captives, qui vont être hyper importantes pour les prélèvements d'eau, notamment au sein de la métropole. Dans un contexte breton, je vous montre maintenant un autre type de plateau, celui-là qui avait été réalisé pour l'île d'Ouessant. Donc l'idée, cette fois-ci, de représenter le contexte insulaire, avec à nouveau donc, le sous-sol, ses caractéristiques, et également une demande du commanditaire, c'était aussi de pouvoir montrer en fait différents points sur le territoire, les endroits où sont présents des sources, des anciens lavoirs, tout un tas de caractéristiques liées à l'eau. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est pour chaque territoire d'adapter les cartes. Alors, plusieurs manières de les adapter. Déjà, on peut adapter le nombre de cartes qu'il y a dedans. Là, si je reprends un exemple pour une adaptation à la métropole de Tours, par exemple, la carte manteau neigeux et glacier ne sera pas adaptée à ce territoire. Ça va impacter, le manteau neigeux va impacter la Loire, mais vraiment tout en amont, donc très très loin. À l'échelle de Tours, on n'a pas besoin d'aborder cette problématique. Par contre, la métropole va être comment dire, confronté à une problématique de retrait-gonflement des argiles assez marquée. De tête, je crois que c'était plus de 90% du territoire qui a été confronté à cette problématique, alors que ce n'est pas une problématique qui va toucher des territoires, par exemple en Bretagne, c'est moins le cas. Ensuite, on adapte comment dire, l'image des cartes. L'idée étant de pouvoir coller le plus possible au territoire. Par exemple, sur la carte cours d'eau, ici, on a une photo de la Loire. On peut avoir, pour la description du petit cycle de l'eau, là, ici, c'est la station de traitement des eaux usées de Tours. Et également, dans cette adaptation sur Tours, on avait accompagné avec le logo de la métropole les différentes cartes pour permettre de bien identifier là où étaient les compétences gérées en interne au sein de la métropole. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'adapter la description pour mettre comment dire, des infos locales au sein des différentes cartes. Donc, partant de Bretagne, vous l'aurez compris, cet outil a été déployé au sein de nombreux territoires à l'échelle nationale. Donc, ce portage, il est actuellement assuré par l'association Water Family, avec laquelle je travaille, et qui conserve du coup une coordination scientifique, vu qu'on travaille vraiment à 100% avec eux. Chaque adaptation est menée en coordination avec nous. On a pour le moment donc un retour d'expérience sur, on a plus de 800 personnes qui ont testé ces ateliers, avec donc une quinzaine de territoires qui ont été faits, principalement dans le sud-ouest et également pas mal dans les Alpes. C'est lié aux implantations des différentes antennes de Water Family qui sont assez développées sur ces territoires. Je me permets également de mentionner que cet outil est développé en collaboration avec la Banque des territoires, notamment en lien avec, vous l'avez peut-être entendu parler, le projet Aquagir,
qui est donc actuellement en cours et qui vise en fait à accompagner le passage à l'action des collectivités territoriales sur la gestion de l'eau. Et en fait, dans le cadre de ce projet, la Banque de territoire a souhaité développer des kits de sensibilisation, notamment un kit de sensibilisation des élus aux enjeux de l'eau. Et en fait, dans ce cadre, ce kit a été est en fait basé sur Trajectoire et Territoire, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, les mêmes cartes, on retrouve également l'usage des cubes, la jouabilité est très similaire. Et en fait, ces deux outils sont déployés de manière, on va dire, complémentaire. Enfin, le kit de sensibilisation des élus d'Aquagir permettant également de creuser un petit peu plus en détail certains enjeux de gouvernance, qui a quelles compétences sur le territoire, par exemple. Mais surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait, ce kit, qui est donc gratuit, si ça vous intéresse, vous pouvez aller juste simplement le demander et le commander sur le site d'Aquagir. Ce kit, il n'est pas territorialisé. C'est-à-dire qu'il est basé sur, c'est un trajectoire et territoire avec des données à l'échelle nationale. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, trajectoire et territoire permettent ensuite un atelier qui soit plus sur mesure en prenant en compte donc, les données du territoire. Donc maintenant, la question, c'est pour qui et pourquoi est-ce qu'on déploie cet outil? Donc, il faut savoir que initialement, cet outil il a vraiment été développé dans l'idée de croiser les regards et vraiment de rassembler les acteurs locaux dans leur diversité. Donc il n'a pas été développé dans l'objectif de juste faire la sensibilisation du grand public, mais vraiment il vise à mettre autour de la table à la fois des élus, des gestionnaires, des habitants, des entreprises, des agriculteurs, etc. L'idée, c'est vraiment de croiser les regards. Ça peut être juste pour de la sensibilisation, mais ça peut également être pour des actions de concertation, là, notamment déployées dans le cadre d'élaboration, de révision de différents documents de planification, par exemple dans le cadre de SCOT, de PLUI ou encore de SAGE. Également, on le déploie pour permettre de renforcer en fait, des approches transversales au sein de services de collectivité. Typiquement, dans le cas de la métropole de Tours, c'était ça qui était la demande. C'est-à-dire c'était le service de gestion des eaux pluviales tout ça demandait, souhaitaient avoir un outil adapté sur leur territoire pour permettre en fait d'initier des échanges avec tous les services de la métropole et avoir une compréhension globale et que les autres services comprennent qu'en fait la gestion des eaux pluviales, ça les concerne également et qu'en fait on doit avoir une approche, comme je l'ai dit, systémique et transversale entre tous les services d'une intercommunalité. Maintenant, la question c'est quels projets sont en cours en Bretagne? Et à l'heure actuelle, il y a deux projets qui sont en phase de lancement. On a déjà une première adaptation qui est en train d'être initiée à l'échelle du SAGE Rance-Rémur. Ici, je travaille en collaboration donc, avec les animateurs du SAGE. L'idée, ça va être notamment dans le cadre de l'étude HLUC qui est en cours de réalisation, de pouvoir en fait traduire un petit peu les résultats qui ont été, enfin, qui ont abouti issus de cette étude pour permettre de partager avec l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit les élus, mais également les autres acteurs du territoire. Je travaille également avec donc le syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust pour pouvoir mettre en place plus tard dans l'année une adaptation à l'échelle de ce territoire-là. Et également, en lien avec donc, l'association des présidents de clés de Bretagne, l'idée c'est en fait d'avoir ces territoires qui puissent servir de démonstrateurs pour ensuite permettre un déploiement plus large au sein des autres territoires bretons qui le souhaiteraient par la suite. Maintenant, petit retour d'expérience donc, de toutes ces expérimentations à l'échelle nationale. Globalement, ce qui est ressorti et les retours qu'ont pu faire les participants qui ont participé, donc, c'était que cet atelier est globalement trouvé assez pédagogique, riche, et surtout, il permet des échanges vraiment relativement intéressants. Moi, ce que je note de très très intéressant comme retour, surtout, c'est le fait qu'ils permettent aux acteurs locaux de prendre conscience qu'ils disposent en fait déjà de nombreux leviers d'action pour permettre de rendre leur territoire plus résilient. Et ça, c'est un retour qu'on a régulièrement dans des communes, enfin des collectivités locales, rurales notamment, des élus qui nous disent, bah, moi, qu'est-ce que je peux faire pour le changement climatique à l'échelle locale? En arrivant, ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire. En fait, en repartant, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont énormément de leviers d'action, que ce soit sur le foncier ou sur les prélèvements et les usages locaux sur leur territoire. Et enfin, le gros avantage, c'est vraiment cette hiérarchisation qui, elle reste qualitative, hein, mais c'est quand même une hiérarchisation des solutions à mettre en œuvre sur le territoire. Donc je précise qu'elle est qualitative parce que moi, dans le cadre de mes recherches, j'accompagne en fait également plus loin en mettant en place des approches de modélisation qui permettent en fait de pousser, de voir de manière quantitative enfin, vers où mènent ces solutions de manière concrète.
Et donc, les trois questions que je vous avais mentionnées tout à l'heure, qui sont posées à chaque fois en fin d'atelier, euh, je vous donne un petit peu comment dire, les réponses qui sont ressorties à chaque fois, notamment qu'est-ce qui marque les participants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait cet atelier dans pas mal d'endroits différents en France, et en fait, ce qui marque, on retrouve quasiment la même chose, peu importe le territoire, hein. Donc, ce qui marque beaucoup, c'est en fait les enjeux quantitatifs de l'eau sur les usages. Je vais prendre un exemple très concret. Les gens, ils ont en tête, généralement, les usages de l'eau, les premiers consommateurs, les chiffres nationaux, c'est l'agriculture. En fait, dans la majorité des endroits où je l'ai fait, que ce soit sur le littoral breton ou au Pays Basque ou en Savoie, bah, la majorité des usages de l'eau, c'est pour l'eau potable. Donc les gens sont souvent surpris d'apprendre ça, que sur leur territoire, c'est pas forcément ce qu'on observe à l'échelle nationale. Les flux également, ça les marque beaucoup, notamment l'usage des tubes. Les questions d'évapotranspiration, c'est à chaque fois ce qui choque beaucoup. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a en fait tout ça qui est capté par la végétation et puis par les eaux de surface et qui s'évapore. L'autre chose qui marque, c'est la réflexion et les discussions en fait, que ça permet de manière collective autour de ces enjeux, et vraiment la prise de conscience de la complexité de tous les enjeux. Et enfin, euh, beaucoup de gens sont très marqués par la pluralité des solutions qu'on a à disposition. Et si je pourrais citer une réflexion que j'ai régulièrement, c'est mais en fait, qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place les choses? On sait déjà ce qu'il faut faire. Donc les vulnérabilités qui sont identifiées maintenant, là pour le coup, on a des réponses différentes en fonction des territoires, hein. Et c'est très bien, vu que c'est ce qu'on souhaite mettre en avant aussi. Donc, je prends l'exemple d'une adaptation sur le pays sud toulousain. Là, dans ce cas-là, clairement, c'est un des seuls territoires où, pour le coup, le secteur agricole était vraiment l'usager principal de l'eau, vu qu'on est dans un territoire très fortement irrigué pour le maïs notamment. Comme je disais, donc tout ce qui est Pays Bas, Savoie et Bretagne, là, la vulnérabilité identifiée, c'est les questions d'attractivité, que ce soit au tourisme ou bien pour l'attractivité résidentielle. Dans le cas de Tours, on était plutôt sur une vulnérabilité liée à un territoire qui était très fortement urbanisé, euh, alors même que c'est un territoire qui est en fait principalement situé en zone inondable, donc dans la plaine du Val de la Loire. Et enfin, les principales solutions qui sont identifiées en fonction des territoires, ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, à nouveau, peu importe le territoire, on a globalement les mêmes réponses qui ressortent, hein. Et en fait, parmi les principales choses qu'on retrouve, ça va être de faire plus de sensibilisation autour des enjeux de l'eau, et en fait de réduire le plus possible les prélèvements d'eau, c'est-à-dire des actions de sobriété sur les usages. Et enfin, les actions les plus mises en avant à l'issue de ces ateliers concernent en fait principalement des solutions fondées sur la nature qui viseraient à favoriser le stockage de l'eau dans les sols et les nappes à l'échelle du bassin versant. Et je précise que, honnêtement, après 15 territoires et plus de 800 personnes, dans la hiérarchisation des solutions, il n'y a pas une seule fois une solution technique qui arrive en premier, malgré le fait qu'on les propose. Enfin, la question que vous pourrez vous poser, pardon, c'est concrètement comment est-ce qu'on peut le déployer sur son territoire. Alors, premièrement, il faut déjà nous contacter. Pour ça, il y a plusieurs canaux possibles, soit via les adresses mail que je vous mets ici, donc soit l'adresse mail de l'association, soit il y a également la mienne, c'est possible de passer par moi. Et également, il y a le site internet de l'outil en lui-même, ou bien la page vers le site internet de l'association Water Family. Je précise, vous pouvez également passer via le site de Aquagir, donc c'est-à-dire le projet de la Banque des Territoires, qui pourra aussi faire le lien vers nous si vous le souhaitez. Deuxième étape, hein, quand on souhaite le déployer sur son territoire, c'est ensuite l'étape de co-construction d'adaptation locale. Et notamment, cette étape, elle est indispensable pour permettre de bien évaluer vos besoins, et puis surtout de rassembler les données locales et choisir comment les représenter. Donc concrètement, ça va impliquer un certain nombre d'échanges, notamment des réunions en visio, puis après des échanges par mail pour pouvoir bien travailler avec vous. Cette étape, elle est vraiment un élément important, c'est vraiment de mettre le plus de personnes autour de la table. Si on fait par exemple avec une intercommunalité, ça va être de mettre le plus de services autour de la table afin de vraiment pouvoir faire un outil qui réponde du mieux possible aux besoins qu'il pourrait y avoir à l'échelle locale pour l'intercommunalité. Et en termes de timing à prévoir, histoire d'être vraiment confortable, généralement, on demande de prévoir entre 2 et 3 mois, en prenant le temps que ça demande pour les échanges, pour prévoir des réunions, pour trouver un créneau qui convienne à tout le monde, prévoir qu'il y aura forcément des périodes de vacances entre, etc., etc. Après, s'il y a vraiment un besoin sur un événement particulier où c'est important d'être là, etc., ça est déjà arrivé qu'on fasse une adaptation et que ça prenne moins d'un mois pour le faire, y compris avec les échanges. L'association, s'il y a besoin, elle fera le maximum. Et voilà, c'est pas forcément le plus confortable, ni pour vous, ni pour l'association. Et enfin, pardon,
Troisième étape, une fois avoir adapté l'outil, se pose la question du coup de l'animation des ateliers. Et donc pour ça, il y a deux options possibles. L'option numéro un, c'est que vous pouvez demander à l'association directement de venir les animer pour vous. Ça, c'est ce qui est possible. L'autre option, c'est qu'en fait, on vous forme et que vous deveniez directement autonome dans l'utilisation de cet outil. C'est ce qui a été fait dans le cadre de la métropole de Tours, notamment. C'est moi qui suis allé faire des sessions d'animation d'ateliers. Donc, j'ai animé des ateliers auprès des acteurs de la collectivité. Et l'idée, c'est que maintenant, ils ont l'outil à disposition et c'est eux ils ont le mode d'emploi et ils peuvent le réutiliser. Je suis à disposition s'ils ont besoin de questions et puis comment dire, ponctuellement s'ils ont besoin d'aide. Mais globalement, ils peuvent le réutiliser. L'outil sous licence Creative Commons, euh, tant que c'est à but non commercial, il n'y a aucune restriction pour la réutiliser en interne. Et enfin, la dernière question que vous pourriez vous poser, c'est mais combien ça coûte? Donc, comme j'ai dit, il est sous licence Creative Commons. Donc, en fait, l'utilisation de cet outil est libre dans la mesure où, à partir du moment où l'outil il est entre guillemets réalisé, c'est-à-dire s'il est adapté à votre territoire. En fait, hein, là où il y a un coût, c'est pour toute la main-d'œuvre qui accompagne en fait toute l'adaptation de l'outil, son animation, les frais de déplacement qui sont demandés s'il y a besoin d'aller animer, etc. Et en fait, hein, euh, ce coût d'adaptation est extrêmement variable. Il va être vraiment dépendant au cas par cas du fait de tout ça. Si c'est pour juste venir animer un atelier chez vous, là où il y a une adaptation qui est déjà faite, hein, forcément ça va coûter moins cher parce qu'il faut absolument tout faire. En particulier s'il faut se déplacer, que c'est loin, qu'il faut prendre en compte le fait de dormir sur place, etc. Donc voilà, je ne peux pas vous donner un chiffre précis pour votre territoire. Ce sera vraiment à demander sur devis. Juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, là, il y a deux cas particuliers que je peux vous donner. Il y avait un cas, par exemple, où il y avait besoin donc, à la fois de collecter l'intégralité des données, d'adapter le plateau, ce qui demande un gros travail en termes de graphisme, et d'adapter par la suite les cartes. Donc là, on était sur un devis environ de 5 000 euros. Dans un autre cas, cette fois-ci, il y a juste besoin d'adapter les cartes. La collecte des données est faite en interne. Et il y a ensuite uniquement du coup, le fait de faire une animation pour venir former les futurs animateurs en local. Là, on était plutôt sur un devis autour de 1 000 euros. Sachant qu'à l'échelle bretonne, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'adaptation est relativement simplifiée, parce qu'en fait, on réutilise, donc pour simplifier et réduire un peu les coûts, on propose de réutiliser un plateau entre guillemets, typique breton, qui est en fait un schéma de bassin versant que j'avais utilisé durant ma thèse, et qui peut être réutilisé et qui est assez parlant, vu que ça représente des paysages et puis on va dire des types de nappes qu'on retrouve en Bretagne, et que ça marche assez bien avec ce plateau-là. L'autre chose aussi à garder en tête, c'est qu'en fait, des soutiens financiers sont aussi possibles, du côté des agences de l'eau, du côté de la région. S'il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites dans le sud-ouest aussi, c'est qu'en fait, l'agence de l'eau a soutenu ce projet. Et en fait, la majorité des adaptations et des ateliers qui sont faits actuellement dans le sud-ouest, mais en fait, ils sont proposés gratuitement parce qu'ils dépendent en fait d'un financement de l'agence de l'eau à Haute-Garonne. Donc, dans le cas là, forcément, pour les collectivités là-bas, il y a juste à demander à l'association et l'association le fait en prenant sur ce financement de l'agence de l'eau. Pour d'autres régions, il faudrait envisager d'autres sources de financement, mais ça reste possible aussi. Et donc pour conclure, quelques petits points sur les perspectives autour de cet outil. Là, je crois que je ne l'ai pas forcément mentionné, mais vous l'aurez sans doute compris, cet outil il est actuellement quasi exclusivement orienté sur les enjeux quantitatifs de l'eau. C'était moi le sujet de ma thèse et c'est le sujet sur lequel je travaille actuellement. En fait, on est également en phase d'expérimentation pour le faire évoluer également sur les enjeux qualitatifs. L'idée, ça sera qu'à terme, les acteurs locaux ou les participants puissent choisir lors de l'atelier qu'est-ce qu'ils souhaitent creuser, si c'est plutôt le quantitatif, le qualitatif. Et donc pour ça, je travaille avec des collègues de l'école des études en santé publique, ici à Rennes, et donc, on a identifié notamment deux territoires expérimentaux, qui sont donc le bassin versant de Nivelles dans le Morbihan, et je vais également mener plus tard une adaptation sur le bassin versant de la Moselle-Amont, en lien avec l'agglomération d'Épinal, pour creuser on va dire extension possible. Et donc, ce déploiement elle est envisagée actuellement à partir de 2026. J'en ai fini, et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Elias. Je vais prendre une petite vue sur les participants. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, voilà, on peut peut-être vous demander pourquoi
pourquoi le CRECEB aussi tenait à proposer vous a proposé un webinaire sur cet outil-là en particulier. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous, ce qui nous intéresse dans cet outil-là, c'est que déjà, il est issu d'un travail de recherche qui a été conduit en Bretagne, qui a été donc créé en Bretagne, qui est issu de la recherche et qui aujourd'hui, vous l'avez vu, est déployé donc, de façon assez importante en France. Voilà, ça me semble intéressant d'avoir aussi ce retour-là. C'est un projet qu'on avait déjà évoqué dans le cadre de groupes de travail qu'on anime au CRECEB, mais du coup, pas forcément de façon plus globale. Donc voilà, on avait proposé aussi de faire ce petit point d'étape sur le déploiement de l'outil. Et donc voilà, on était heureux de pouvoir vous proposer cet échange avec Egas. Donc parlant d'échange, je ne vais pas être trop bavard. J'ai vu que Sophie avait posé une question en termes d'échelle de Sophie Duguin de l'Adréal, qui est en charge notamment de la stratégie captage prioritaire au niveau régional, région Bretagne, et qui se demande justement si l'outil peut être utilisé dans le cadre de la protection des aires d'alimentation de captage sur le volet quali. Ouais, du coup, comme je l'ai dit, le volet qualitatif, c'est une évolution future qui est envisagée. Et en gros, l'échelle, un peu tout est possible. On peut faire des échelles aussi petites qu'une aire de protection de captage. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'avoir en fait un découpage à l'échelle du bassin versant. Vraiment bien comprendre d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle circule, où est-ce qu'elle ressort. On n'est pas obligé de prendre l'intégralité du bassin versant. On peut faire par des sous-bassins versants. Mais là, en l'occurrence, si c'est d'un cas spécifique d'une aire d'alimentation de captage, il faudra prendre en compte d'où vient l'eau qui alimente, on va dire, cette aire de protection de captage. Et ça peut être une échelle très locale, en l'occurrence. Il n'y a pas de souci là-dessus. En termes d'échelle vraiment beaucoup plus large, euh, c'est là où on se pose un peu des questions. On ne va pas faire, je pense, d'adaptation à des échelles aussi larges qu'un bassin comme la Loire ou la Garonne, parce qu'en fait, ça recoupe tellement d'enjeux et de contextes différents que ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que dans le cas de Tours, en fait, on avait resitué le territoire dans le cadre de son bassin, au sein de son bassin versant, pour qu'ils comprennent bien qu'en fait, Tours, en fait, dépend d'une quantité d'eau qui arrive énormément de l'amont, mais que eux, ils vont avoir un impact aussi après sur l'aval. Et ensuite, on recentrait sur les enjeux propres à ce territoire, parce que sinon, ça devenait vraiment trop complexe. Ok. Merci. Je vois que je poursuis avec les questions dans le chat. N'hésitez pas à lever la main aussi si vous voulez hein, pour prendre la parole directement, c'est possible. Donc il y a Kizzy Sokombe, vous m'excuserez si j'écorche un peu le nom de l'Atlas de la rade de Lorient, il me semble, qui demande si, quelles sont les formes de restitution à l'issue de l'atelier qui sont proposées aux participants. Avec quoi on repart de cet atelier? Est-ce qu'on repart avec des éléments voilà, je crois comprendre que c'est ça la question. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Parce que pour l'instant, j'avais expérimenté comment dire, sur un atelier qu'on avait fait à Lorient, un petit livret où les participants repartaient avec plein de petites données locales. Donc ça, on a déjà fait, on l'avait fait aussi dans une adaptation dans le sud-ouest. On ne le fait pas systématiquement, mais globalement, on a expérimenté différents trucs. Pour l'instant, ce n'est pas encore 100% arrêté, on ne le fait pas nécessairement à chaque adaptation. Mais s'il y a une demande particulière, ça peut totalement être intégré et ajouté. Ok, merci. Et Roxane Hubert du SAGE, donc de la Rance Rémur, enfin, qui demande s'il y a un nombre de participants optimal pour les ateliers. Oui, effectivement, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand je disais le coût est variable. Ça dépend aussi donc, du nombre d'animations, parce qu'en fait, il y a ça à prendre en compte. Euh, en gros, on prévoit entre maximum 10 personnes par animateur, sachant que l'idéal d'expérience, l'idéal, c'était autour de 6, 7, 8 personnes. 8 personnes, c'est bien. 10, ça reste possible, mais je me rends compte qu'à 10 personnes, et surtout au-delà, c'est encore pire, s'il y a des personnes qui sont un petit peu en retrait, etc., quand on arrive à 10 personnes, c'est difficile pour l'animateur d'aller les faire participer, Mm. alors qu'à 8 personnes, ça reste encore jouable. Souvent, il y a toujours des gens qui prennent un peu plus de place que d'autres. C'est toujours possible d'aller voilà, dire et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous interviendriez là, etc. À 10, j'y arrive pas, clairement. Ok, très clair. Marie Cause de l'IRCPE de Bretagne qui demande plusieurs petites sous-questions, et tu l'as évoqué rapidement, je crois, mais est-ce que tu peux nous reparler de la typologie des participants aux ateliers que tu as pu avoir? Est-ce qu'il y a parfois des débats sur les données scientifiques qui sont peut-être potentiellement remises en cause? Et souligner par exemple pour l'impact de certaines activités en particulier. Et je prends tout de suite la question complémentaire de Kiziso Koumé encore qui redemande est-ce que tu as pu mesurer à travers les ateliers l'impact sur des élus par exemple que pouvaient avoir ces ateliers, enfin, sur des décisions, même un peu dans le même groupe avec la typologie d'acteurs, ces deux questions-là.
Alors, il y avait du coup sur les acteurs, en gros, l'idée, c'est vraiment de faire participer autant que possible tout le monde. Je sais que souvent, quand on propose à des collectivités, elles vont avoir, là je prends un exemple très concret, l'an prochain il y a les municipales, hein. Ça va être des collectivités qui vont dire, mais on aimerait bien pouvoir sensibiliser les élus. C'est très bien de sensibiliser les élus, mais l'intérêt vraiment de cet atelier, là où c'est le plus riche, c'est de mettre autour d'une table les élus, les services de la collectivité, et des habitants, et des agriculteurs, et tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde a une vision un peu différente des choses. Ça permet vraiment de croiser les points de vue, et c'est là les ateliers les plus riches que j'ai pu avoir. J'ai fait quelques fois des ateliers uniquement à destination du grand public. Euh, Ça reste possible, mais pour moi, du coup, l'atelier n'a pas forcément été développé spécifiquement dans ce but-là. Il y a aussi d'autres outils qui existent qui sont très bien pour le grand public. Et surtout, je trouve que c'est un peu moins intéressant pour l'animateur. Les débats sont vachement moins riches. En termes de contestation comment dire, des données scientifiques maintenant, on a essayé de travailler dessus. Je sais qu'au tout début du déploiement à l'échelle nationale, les données que je donnais, notamment sur les flux, sur l'évapotranspiration, sur tout un tas de choses, je me basais à la base uniquement sur des données nationales. Et chez typiquement dans le sud-ouest, il y a plein de gens qui n'y croyaient pas. Je vais prendre l'exemple du pays sud toulousain où un participant me disait ouais, c'est pas du tout adapté à nos territoires. Il disait chez nous, c'est sûr, il n'y a pas 60% qui repart, ce sera bon. Il avait raison, on s'était trompé, parce que maintenant on a récupéré les données Météo France, on a bien standardisé tout ça. Sur son territoire, effectivement, c'était pas 60%, on était plutôt autour de 80%, 85% même des précipitations qui sont captées, vu qu'il pleut moins là-bas et il fait plus chaud. Donc on commence à être un peu mieux armé en termes de données. Après, on n'est pas à l'abri que quelqu'un comment dire, trouve toujours à redire. Voilà. Et l'autre manière également dont l'atelier est abordé, pour, on va dire, pallier les problèmes liés à, on va dire, des discours climato-sceptiques, c'est qu'en fait, on aborde les problématiques liées à l'eau du territoire euh, par ordre, en commençant par les prélèvements. Ensuite, on aborde la question des changements de couverture d'usage des sols et de l'aménagement des cours d'eau. Et en fait, les gens se rendent compte que tous les problèmes existent déjà avant même le changement climatique. Et en fait, seulement ensuite, on pose la question, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il manque quelque chose, un impact qu'on n'a pas creusé? Et du coup, seulement à ce moment-là, on aborde la question du changement climatique. Les gens se rendent compte qu'en fait, le climat, c'est un gros impact, mais en fait, il va venir exacerber des choses qui existent déjà. Et du coup, bah, même s'il n'y avait pas de changement climatique, il faudrait déjà mettre en place les solutions qu'on souhaite mettre en œuvre. Et enfin, dernier point, quel est le retour de la part des élus? Assez variable. Je pense qu'il faudrait plus de temps pour voir sur le long terme s'il y a du changement. Les seuls retours vraiment intéressants que j'ai eus, c'est en fin d'atelier des élus qui venaient voir en me disant bah, merci, franchement, je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout ça en jeu. Et je ne me rendais pas compte qu'à l'échelle de ma commune, comment dire, j'avais autant à disposition en termes de solutions et que je pouvais faire autant de choses. Ça, c'est des retours vraiment directs qu'on a pu avoir. Maintenant, est-ce que ça s'est changé de manière concrète dans des documents de planification à long terme, etc. C'est encore malheureusement un peu trop tôt pour le dire. Ok, merci. Merci aussi pour les questions qui suivent, hein. Vous êtes tous très disciplinés et clairs dans vos questions, donc merci, ça facilite beaucoup l'échange. Je pense que la suivante, c'est celle de Noé Ribalin, qui est donc peut-être dans les Alpes, qui demande cette question pratico-pratique par rapport au fait de possibilité de créer un bassin versant fictif, un peu comme celui qui a été fait en Bretagne, un peu plus standardisé, qui par exemple serait adapté aux têtes de bébés alpines Mhm. et qui pourrait être utilisé dans plusieurs lieux, voilà, comme ça a été fait avec le modèle un peu standardisé breton. Est-ce que c'est envisageable aussi de travailler de cette façon-là? Ah oui, à 100%. Le Soto, c'est du coup, là, bah, en termes de coût de main-d'œuvre, ça demanderait de faire juste un seul plateau. Ça, en fait, c'est vraiment c'est à vos besoins selon votre demande, et ça peut totalement être fait. Il n'y a aucun problème. Ok. Et alors, on a Maxence Berdal dans l'Aisne, il me semble, qui se pose la question de la pertinence de l'outil dans le cadre de l'élaboration d'un SAGE ou dans une sous-commission gestion quantitative de cette échelle de planification plutôt. Mhm. Alors, je vais donner un exemple concret, parce que là, on va le mettre en œuvre dans le cadre de, c'est pas l'élaboration, c'est la révision du SAGE côtier sur la côte basque. Et en gros, il va intervenir notamment pour permettre de traduire des résultats de, l'état quantitatif hein, de l'eau au sein du document du SAGE et permettre de bien prendre en compte, en fait, en amont de la validation du futur document, bah, de faire de la concertation entre les acteurs locaux, avec les habitants, avec les élus, avec les services des collectivités,
Et puis bah, déjà permettre de communiquer les résultats, qui sont, c'est pas tout le monde qui lise les documents du sage déjà, donc déjà ça permet de les rendre un petit peu plus diffusables. Et puis aussi bah, de débattre si les stratégies qui sont mises en place au sein du sage, est-ce que c'est vraiment les trajectoires qu'on veut ou pas? Voilà, c'est un petit peu ça l'objectif. Je précise qu'on a fait la même chose dans le cadre de Scott aussi. C'est-à-dire l'idée c'était de vraiment des demandes de collectivités qui souhaitaient sensibiliser bah, notamment les élus aux enjeux croisés entre bah, l'aménagement du territoire, l'eau, le changement climatique, et puis bah, de voir si les trajectoires anticipées pour le SCOT, si elles étaient réellement en accord avec bah, les enjeux du territoire, et notamment en lien avec l'eau. Ok. Merci. Je vois pas d'autres questions. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions peut-être en direct, n'hésitez pas. Sinon, moi j'ai une petite question bah, un peu pratico-pratique. Tu as évoqué un ouvrage à paraître peut-être à l'automne. Est-ce qu'il est, tu peux me redire, tu l'as peut-être dit, mais s'il a la destination plutôt des acteurs scientifiques pour vraiment rentrer dans le fonctionnement et les fondements scientifiques de l'outil? Ou est-ce qu'il a aussi un intérêt pour les utilisateurs sur les territoires, comme document complémentaire à l'utilisation de l'outil ou pour préparer un travail avec cet outil-là? En fait, faut le voir vraiment comme une base concrètement, c'est littéralement la base de connaissances qu'il y a derrière l'outil. C'est-à-dire, cet outil, il suit un cheminement, il y a différentes cartes, différentes étapes, hein. L'ouvrage, il est construit de la même manière, il suit le même cheminement. Il commence en partant de c'est quoi un bassin versant, le cycle de l'eau, qu'est-ce que c'est, les différents stocks, les différents flux, les eaux souterraines, ensuite les différentes pressions, et ensuite bah, les causes des pressions anthropiques, et je détaille toutes les solutions qui sont proposées dans l'outil. L'idée, c'est qu'il accompagne à la fois trajectoire, c'est-à-dire que bah, soit des futurs animateurs, soit des participants qui souhaitent comprendre bah, d'où viennent les données qu'on propose. Alors, ce pas des données locales, mais c'est au moins comprendre quelles sont les connaissances scientifiques qu'il y a derrière tout ça, donc, qui a un accès à ça. Mais en fait, il s'adresse à toute personne, même en dehors des personnes qui vont faire des ateliers de trajectoire. Donc là, au sein de la librairie Quay, ça va être diffusé dans une collection à destination des décideurs qui s'appelle Matière à débattre et décider. Et en vrai, cette collection, elle est principalement orientée pour les décideurs. Donc, les décideurs, c'est à la fois des élus, mais aussi bah, les gestionnaires, hein. Mais en fait, ça s'adresse aussi, le livre, je l'ai écrit pour tous ceux qui s'intéressent en fait, à mieux comprendre quels sont les enjeux locaux de l'eau à l'échelle, avec vraiment une approche transversale. Et en soi, l'ouvrage, il intègre rien spécialement de nouveau par rapport à d'autres ouvrages, c'est juste qu'en fait, il centralise au sein d'un ouvrage unique des infos qui sont généralement enfin, dispatchées dans des livres différents. Là, vraiment, on essaye d'avoir en tout cas le plus possible. Ce ne sera jamais 100% exhaustif, mais d'avoir le maximum d'informations au sein d'un seul livre. Ok. Euh, Une question, j'ai pas forcément le prénom et le nom, mais je relais. Du coup, est-ce que l'outil est adaptable à un territoire très urbanisé? Alors, on a vu que la métropole de Tours l'était, mais je pense Mm. que plutôt oui, non? Oui, oui, Oui. tout à fait. C'est juste que du coup, bah, tiens, en matière de solutions, il va falloir creuser la désimperméabilisation de la ville, mais globalement, oui, on peut faire pour un territoire très très urbanisé. À nouveau, avec comment dire, la nuance que ce territoire très urbanisé, systématiquement, on le remet dans son contexte hydrologique, c'est-à-dire bah, d'où vient l'eau qui alimente ce territoire-là en question. Mais territoire très urbanisé, je vais prendre l'exemple, on l'a adapté à la métropole de Bordeaux, qui est aussi extrêmement urbanisée, mais on a quand même on a resitué la métropole de Bordeaux au sein de voilà, les estuaires de la Garonne, et en plus avec des complexités, parce que Bordeaux a des champs captants dans le Médoc, enfin, qui captent de l'eau vraiment dans des nappes profondes, en dehors même du périmètre du bassin versant qui l'alimente. Enfin, voilà, on est dans des des situations assez complexes, mais qu'on peut tout à fait prendre en compte. C'est à discuter avec vous, en fait. Ok. Bon, il nous reste 5 minutes. J'ai pensé à une autre petite question, mais est-ce que, dans quelle mesure, parce qu'il y a des acteurs du petit cycle de l'eau qui nous suivent là aussi, Mm. dans quelle mesure, du coup, l'outil, il a permis de dialoguer avec une approche bassin versant comme ça, mais de créer des discussions entre des enjeux grand cycle et petit cycle, parce qu'on voit bien, à l'échelle des sages, c'est des enjeux qui sont totalement interconnectés, quoi. Enfin, voilà. Et est-ce que du coup cet outil-là, il permet, à constater qu'il permettait de créer des échanges autour de ces questions à l'interface petit cycle, grand cycle ou... Bah, oui, clairement, parce que ça permet de mieux
comprendre, quand on a des gestionnaires qui caricaturent un peu, mais qui vont avoir vraiment une compréhension en termes d'un stock que j'emmène avec un tuyau, etc., mais sans vision plus globale de d'où vient ce stock. Si c'est en Bretagne, par exemple, à Lorient, ça va être prélevé dans le Scorff ou dans le Blavet, bah, comprendre que l'impact sur le Blavet, par exemple, bah, ça va aussi se jouer en amont avec ce que fait la communauté de communes de Pontivy ou ce genre de choses. On aborde cette question-là à plus large échelle aussi. Avec les acteurs, alors c'était plus sur la partie gestion des eaux urbaines ou gestion de la voirie. La tour, ça a été assez marqué avec donc les services. J'avais à la fois, donc là, j'avais donc la service de gestion des eaux pluviales, gestion de l'eau potable, tout ce qui va être GEMAPI. Il y avait espace vert, voirie, développement économique, tourisme qui étaient réunis pour discuter de tout ça. Ça permettait vraiment, notamment, bah, prends l'exemple de la voirie, qui se rendent compte qu'en fait, ils peuvent repenser les aménagements en matière de voirie sur l'espace public pour mieux gérer les eaux, le ruissellement, les eaux urbaines, les eaux pluviales urbaines, pardon. Là, on n'est pas sur le petit cycle de l'eau spécifiquement, mais c'est un peu similaire. Ok, merci. Une question d'Alida de l'EPAB Douarnenez. Est-ce que le plateau pour l'approche des enjeux qualitatifs en cours de réflexion sera le même que celui qui existait sur le volet quantitatif? Est-ce qu'il y a un changement un peu de visuel? Euh, alors, vu qu'on a, pour l'instant, on a commencé seulement à réfléchir sur l'évolution des éléments intégrés en termes de cartes, j'avoue, je ne me suis pas posé encore la question du plateau, mais je pensais partir. Vu la Bretagne, pour l'instant, est un peu atypique, vu que c'est le seul endroit où on a un plateau qui est un peu générique. Partout dans les autres endroits, depuis que j'ai fini ma thèse, on avait fait le choix d'avoir un plateau qui est vraiment adapté localement, parce que en fait, c'est ça qui plaît surtout aux participants, d'avoir vraiment ces données locales et de pouvoir voir leur territoire. Mais vu que l'idée sera la même, en fait, sur le volet qualité de l'eau, l'idée sera de partir du même point de départ, le territoire, d'où vient l'eau, qu'est-ce qui l'alimente, quels sont les stocks et les flux sur ce territoire, euh, les facteurs physiques qui impactent l'eau. Donc ça va être le relief, la géologie, le sol. Et en fait, à partir de ça, mais en fait, qu'est-ce qui définit naturellement une qualité de l'eau? De montrer que l'eau, bah, elle est naturellement affectée par la nature des roches, par tout un tas de choses. Et seulement après ça, la différence, ce sera d'évoluer vers, bah, plutôt que de regarder les impacts des activités humaines de point de vue quantitatif, on va de voir cette fois-ci du point de vue qualitatif. Et à mon sens, hein, je ne suis pas sûr que le plateau, il y aura besoin de le changer. Pour l'instant, peut-être je me trompe. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas si alors je vois pas d'autres questions dans l'espace de discussion, sauf si j'ai oublié quelqu'un, quelqu'un de mon excuse. Il me semble que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez encore une dernière question, profitez-en. On a encore 1 ou 2 minutes. Je précise que si besoin, n'hésitez pas non plus à m'envoyer une question plus tard par mail. Je pourrai y répondre sans aucun problème. Bah, écoutez, sinon, je vais pas forcément vous retenir plus longtemps. Ou on peut comme ça, on est bien dans les temps. Donc, bah, il me reste à vous rappeler peut-être que du coup, le CRECED, effectivement, propose à disposition en replay l'ensemble de ces webinaires sur le site internet. Vous avez l'adresse à gauche là, si le partage fonctionne toujours. Et du coup, le webinaire d'aujourd'hui sera mis en ligne a priori courant semaine prochaine ou début de semaine suivante, enfin assez rapidement pour que vous puissiez y accéder. Et donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant aussi bah, des prochains webinaires qu'on organise. Le prochain, ce sera le 20 juin autour d'un projet sur l'eutrophisation des eaux littorales qui s'appelle Green Seas. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, vos questions et pour les échanges. Et voilà, du coup, il me reste à vous libérer. J'avais juste, je vois ici, est-ce que les participants ne repartent pas avec l'idée que l'enjeu quantitatif est le seul et le plus important? Ah, Bah, non, parce pour l'instant, l'outil est orienté que sur le volet quantitatif, mais on aborde quand même très, 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 très brièvement les problématiques de qualité de l'eau. Donc, on le mentionne. Euh, Après, la singularité que j'ai, moi, dans mon approche de recherche, c'est qu'en fait, je m'intéresse à des territoires où on s'est jusqu'à présent quasiment jamais posé la question à la problématique de quantité d'eau. C'est pour ça que je travaille sur la Bretagne, sur le Pays Basque ou sur les Alpes du Nord. Ces zones qui ont toujours été historiquement très arrosées et où en fait les problématiques de gestion quantitative, elles émergent assez récemment.
Par contre, en Bretagne et au Pays Basque, il y a des problématiques de qualité de l'eau, c'est ancré depuis très très longtemps. Donc ça, ils en sont assez conscients. Mais par contre, ils n'étaient pas forcément conscients du problème de manque d'eau, et notamment, bah, même s'ils sont conscients de la problématique de qualité de l'eau, l'idée, c'est de dire s'il y a moins d'eau en plus encore à l'avenir, bah, ça va en plus concentrer les polluants. Donc, non, franchement, d'expérience, hein, je pense pas qu'il y ait eu une prise de conscience de se dire que du coup, la qualité de l'eau, c'est pas un problème. Très clairement, c'est plutôt l'inverse, de se dire, mince, en fait, il n'y a pas que la qualité de l'eau, les problèmes vont bien au-delà de ça. Ok, merci beaucoup pour cette question de dernière minute. Et donc, j'ai vu aperçu ça aussi. Oui, le support de présentation, a priori, sera mis à disposition avec l'accord d'Elias en même temps que la vidéo sur le site du CRECET. Donc, vous pourrez télécharger le diaporama si vous le souhaitez. Voilà, et ben, cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à toutes et tous et une très bonne fin de journée et fin de semaine. Et à bientôt pour les prochains webinaires du CRECET.